Écoute, comment tu vas? Ça fait 13 mois que je n'ai pas pris le mic et je ne parle pas de Michael, je parle du micro sur ce podcast de cadre à nomade. Et voilà, 13 mois plus tard, je te ressors un épisode que je souhaitais vraiment faire avec un invité de marque. Écoute, là c'est l'introduction. Si tu souhaites en savoir plus, voilà ce que j'ai fait pendant ces 13 mois, je te ferai un petit aperçu à la conclusion parce que le but de cet épisode, c'est surtout que je te partage, enfin que Adrien nous partage son histoire. Adrien Lestan, qui est copywriter et formateur. Alors une petite intro pour que tu saches qui il est, avec des dates. Ouais, j'aime les dates. En 2011, Adrien, il est conseiller patrimonial et entre guillemets, il est le pire commercial. Été 2015, une autre date clé, il part en Thaïlande et là, il a un déclic que tu découvriras dans cet épisode. Le 20 mars 2017, il rend son appartement et quitte Paris pour la Thaïlande. Depuis 4 ans et demi, il n'est jamais rentré. En 2021, Adrien lance Copy Training où il forme des personnes à devenir copywriter, son métier. D'ailleurs, je la connais bien cette formation. Je l'ai suivie. Et grâce à Adrien, je t'expliquerai un peu le parcours, je suis devenu copywriter et je suis heureux de te partager que j'ai trouvé mes premiers clients ce mois-ci. Alors, copie quoi? Copywriter, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est le mec qui fait des photocopies? Non, pas du tout. Tu vas découvrir ça dans la suite de l'épisode. Au programme de cet épisode, une première partie voyage, car depuis 4 ans et demi, comme je te le disais, Adrien n'est jamais rentré. Le métier de copywriter expliqué simplement pourquoi 80% des copywriters échouent, comment influencer son conjoint pour qu'il fasse la vaisselle, ultra important. Tu découvriras également un résultat financier avant un prêt improbable pour vraiment voir la puissance d'un bon copywriting. Le retour des questions rituelles, donc il y avait les 3 questions si tu t'en rappelles, et une nouvelle question rituelle très étrange, à ma connaissance, jamais vue sur aucun autre podcast. Sur ce, écoute, je te laisse avec l'épisode et on se retrouve à la fin de l'épisode. C'est parti! Le 11 juin 2021, je découvrais une interview d'Adrien par Ambroise sur YouTube. Je m'intéressais à son parcours, je suivais sa formation copy training et je devenais élève le 20 juin. Le 14 septembre, grâce à cette formation, je devenais officiellement copywriter en signant mon premier contrat. Et 10 jours plus tard, le 24 septembre, je suis ici avec Adrien dans Deux cadres à nomades pour en savoir plus sur son parcours. Merci Adrien d'être ici. Avec plaisir. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Mais écoute, en Merci forme. de cet accueil. Merci de m'avoir invité pour discuter un peu du parcours nomade. Surtout, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'au-delà du copywriting, même si on va parler un petit peu de copywriting, eh bien comment dirais-je, le nomadisme est quand même très central dans ma vie depuis maintenant 4 ans et demi et c'est très intéressant d'en parler. Je suis très content de partager ça. Bon bah super, commençons dans le vif du sujet avec le nomadisme. Alors j'ai une question qui est hyper philosophique, je pense que j'ai mis 30 minutes à la travailler, c'est tu es où? Alors là, je suis à Budapest, en Hongrie, depuis à peu près un mois. Et j'ai un onglet ouvert sur mon ordinateur. Je suis en train de préparer j'allais dire mon retour parce que je suis très souvent en Thaïlande. Mais je suis en train de préparer mon départ, disons, en Thaïlande. Mon départ post-Covid en Thaïlande. Qu'est-ce, Donc, c'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal d'administratifs à faire et tout ça. qu'est-ce qui a fait que tu passes par Budapest du coup, si tu après tu vas en Thaïlande, c'était pour pourquoi? Alors, gare au French bashing. Non, c'était non, c'était pour découvrir un petit peu d'autres horizons, pour, pour, pour tester un petit peu l'Europe de l'Est, parce que au cours de ces 4 ans et demi de voyage, j'ai fait l'Amérique, donc les États-Unis, le Canada, enfin une toute petite partie du Canada, puisque j'ai fait le Québec, et puis pas mal l'Asie du Sud-Est.
Mais finalement, l'Europe de l'Est, j'avais jamais testé et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Écoute, enfin, je l'avais testé, mais juste en vacances, si tu veux. Mais tu sais, c'est vraiment des ambiances qui n'ont rien à voir. Les lieux de vacances et les lieux de vie, entre guillemets, parce qu'en fait, on vit sur place quand on est nomade. On vit, on travaille, on fréquente des gens. Enfin, euh, j'avais jamais testé cette vie en Europe de l'Est et c'est une belle surprise. Je suis vraiment très content. Le seul petit détail par rapport à la Hongrie, c'est que la langue n'a rien à voir avec les langues latines. Ok. Et finalement, c'est un environnement qui est d'autant plus dépaysant que, par exemple, les pays d'Asie, où tout va être traduit en anglais, hein, d'une manière générale. Ici, en Hongrie, rien n'est traduit ou très peu de choses sont traduites en anglais. C'est-à-dire que si par exemple je sais pas moi, un magasin qui t'intéresse ou tu tapes une recherche pour trouver un objet sur Internet ou un magasin dans lequel tu peux trouver ton pied à selfie, tu vois, eh bien tu vas trouver des sites Internet mais ils sont pas traduits en anglais. Et ce sont des langues qui sont entre le russe et les langues scandinaves Ah oui. et c'est très loin. Enfin vraiment, il n'y a aucun mot en commun avec les langues latines avec l'anglais, etc. Heureusement, à Budapest, bah, les jeunes parlent, enfin les jeunes, je veux dire les nouvelles générations parlent quand même anglais, donc ça va. Mais c'est vrai qu'au quotidien, par exemple, tu peux te retrouver très facilement au restaurant avec un menu qui n'est pas traduit, et donc tu ne sais pas du tout ce qu'il y a au menu, quoi. C'est amusant, et Tu fais voilà. comment pour Donc choisir ça, du coup? petite mise en garde. Ah bah, on doit mouiller, hein. Non, en général, dans ces cas-là, bah, alors dans ces cas-là, j'ai une petite astuce, c'est que sur l'application Google Trad sur le téléphone, tu, tu peux passer ta caméra sur un texte et ça te le traduit en Waouh. instantané. Waouh. Et donc ça m'aide pas mal, ouais. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes. Ah, c'est Mais alors, extra ça. c'est d'autant plus. Ouais, ouais, t'as jamais essayé ça? Google Non, Trad, là, franchement. application gratuite. Et vraiment, le texte Hmm. sur l'image, comme ça, se traduit automatiquement. C'est très fort. Et voilà. Tu sais, pour l'instant, à Lille, ça va, j'en ai pas trop besoin, mais peut-être que j'en ai. Bah, ça m'intéresse du coup. En Asie, c'est souvent traduit. Enfin, plus en tout cas qu'en Hongrie. Tout le temps. Ah, Ah, tout le tout le temps, temps. ouais. Ouais, ouais. Bah, alors, tout le temps, j'aurais. Enfin, du coup, c'est pas vraiment une mise en garde, mais je te dirais que dans les grandes villes, ils sont habitués au tourisme. Et donc, tout est traduit souvent en anglais et en chinois. Et Ok. donc, du coup, en Asie, je parle pays autres que la Chine, évidemment. Mais par exemple, si tu es en Thaïlande, bah, tu vas avoir le sanskrit, donc thaïlandais, la traduction anglaise, la traduction en chinois, parce qu'ils sont habitués au tourisme. Après, bon, et après l'anglais pour parler anglais, t'as vraiment pas besoin d'un anglais surdéveloppé. Pour te donner un petit exemple, ma mère, hein, qui était venue en vacances me voir en Thaïlande, qui honnêtement ne parle pas anglais, quoi. C'est parfaitement débrouillé avec les quelques mots qu'elle connaissait, simplement parce qu'elle a des notions, elle connaît les mots clés, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà. Et ça s'est très bien passé comme ça. L'échange est absolument concevable avec les mots-clés Ok. en Thaïlande, et, enfin en Asie du Sud-Est d'une manière générale. Aucun souci. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est bien, c'est rassurant pour les personnes qui voudraient y aller, qui n'ont pas un anglais parfait, même Oui, ouais, ouais. voire courant. Du coup, tu as parlé Thaïlande, Asie du Sud-Est, Budapest, Amérique, avec un peu de Canada. Parmi tous les endroits où tu as travaillé, ce serait quoi ton top 3 pour, en tant que digital nomade? Ce qui peut être parfois différent du tourisme, parce que Ouais. il y a une phrase que j'avais entendue, c'est une île paradisiaque ne l'est parfois jusqu'au moment où s'y installe. C'est-à-dire que parfois, en vacances 2 semaines, voilà, c'est le paradis, c'est extra. Mais par contre, dès qu'on commence à y vivre plusieurs mois, et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas remarquées pendant ces 2 semaines de rêve qui ne nous plaisent pas. Du coup, en tant que vraiment de vivre et travailler depuis ton ordinateur, ce serait quoi le top 3 de tes destinations? Ouais. Alors, ben, dans la liste, il y a aussi le Portugal.
J'ai passé pas mal de temps au Portugal l'année dernière. Euh, Ta question, elle est très juste. C'est-à-dire que effectivement, j'ai pu expérimenter des lieux paradisiaques, mais très rapidement, tu t'en lasses. Tu t'en lasses dans le sens où ben, il y a plein de choses qui te manquent. Et pour passer rapidement à la conclusion, je te dirais que ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable quand on est nomade, quand on qu'on travaille en voyageant, c'est l'équilibre, en fait. C'est tout simplement l'équilibre. On a besoin d'endroits pour bosser, d'accord? Parce que ici, voilà, il faut qu'on bosse. Donc, on a besoin d'endroits dédiés au travail. On a besoin d'endroits dédiés à la détente. On a besoin d'endroits dédiés aux aspects sociaux, hein, pour rencontrer des gens, pour voir des gens. On a besoin de restaurants, on a besoin de tout ça. Donc, on a besoin de cet équilibre. Donc, le meilleur endroit, c'est l'endroit où tu vas trouver toutes ces petites choses qui te conviennent le mieux. Personnellement, je suis très attaché au sujet, enfin, je suis très attaché à la nature. J'ai besoin de nature. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de silence. J'ai besoin de pouvoir aller dans un grand parc pour me ressourcer, ou dans une forêt, à la campagne. J'ai besoin de ça. Donc, pour moi, cet équilibre, je l'ai retrouvé, par exemple, au Canada. Euh, le Canada, c'est les grands espaces. C'est, tu vois, c'est tout est décuplé. C'est-à-dire que tu sors dans la rue, une ruelle au Canada, elle fait 4 fois la taille d'une ruelle française. Une voiture au Canada, il y a des voitures, je fais 1,89 m où j'arrive à la taille du capot, quoi, tu vois. Tout est absolument décuplé. Les logements sont grands, les parcs sont gigantesques. Il y a un parc qui s'appelle le parc du Mont-Royal, au milieu de Montréal, qui est un environnement sauvage où les gens vont skier. Et c'est en plein centre de cette grande ville qui est Montréal. C'est l'équivalent d'un arrondissement parisien, tu vois. Et quand tu es dans ce parc, tu ne vois plus la ville. C'est hallucinant. Et donc, enfin, ça c'est pour la partie nature. Je me suis vraiment senti bien, très très bien même à Montréal, parce que voilà, déjà t'as plein de parcs partout, t'as beaucoup d'espace. Tu te sens pas oppressé, et puis tu peux aller, bah voilà, tu peux aller au Mont-Royal si tu le souhaites. Tu peux prendre un bus et être dans la campagne profonde, tu sais, chez les trappers. Donc ça c'est très plaisant. Et l'autre côté pour le boulot, Montréal, c'est une ville qui est absolument adaptée au nomadisme. Ils ont 20 ans d'avance sur la France. C'est Donc hallucinant. c'est quoi adapté au nomadisme exactement pour les gens qui connaissent pas du coup ce mode de vie? Adapté au nomadisme, ça veut dire que tous les cafés, dès que quand tu marches dans la rue, tu passes à côté de plein de vitrines. Voilà, il y a plein de cafés, il y a plein de cafés partout, plein de cafés sympas partout, tu sais, que j'oppose au PMU. Donc plein de cafés vraiment sympas partout. Et dans la vitrine, eh bien, tu as toujours 4 ou 5 personnes en train de travailler sur leur ordinateur et et ça c'est très important, qui sont parfaitement acceptés. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire parfaitement accepté? Ça veut dire qu'il y a une option dans le menu où tu peux prendre le café à volonté. C'est-à-dire que tu vas payer quelque chose comme 5 dollars. 5 dollars canadiens qui doit correspondre à 3 euros. Et puis, ben voilà, tout le temps où tu es dans le café, tu peux y rester toute la journée, toute la matinée, voilà, le temps que tu veux, eh bien, tu as tout le temps voilà, quelqu'un qui passe et qui te remplit, qui a du café chaud et qui te remplit ton café. Ou bien tu as une cafetière sur le comptoir et tu peux aller remplir ton café. Alors déjà, c'est intéressant financièrement parce que ça t'évite, tu vois, de consommer. Voilà. L'autre, euh, l'autre aspect beaucoup plus important, c'est que ça envoie un message fort. Ça envoie un message qui te dit que tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu pour Ok. travailler ici. Tu peux y rester le temps que tu veux. Alors, ça paraît peut-être un détail, mais lorsque tu vas dans un café euh, plus classique, tu vois, ou en tout cas en dehors du Québec, ou va dans un café à Paris. Je t'invite à aller dans un café à Paris avec ton ordinateur, à prendre un café, à rester 2 heures, et puis tu lèves les yeux et tu regardes un petit peu comment les serveurs ou le patron te regardent. Et tu vas voir que souvent, voilà, on va te dire bon bah voilà, c'est bon maintenant, tu consommes, il faut peut-être reprendre quelque chose. On sent que tu déranges.
après, je le comprends, ils ont leur business, ils ont besoin de faire du chiffre. Et les mecs qui travaillent dans leur café, c'est pas leur marché. Donc ça, on le comprend. En tant que copywriter, on le comprend d'autant plus, tu vois, c'est pas leur marché. Donc c'est OK. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu as des destinations vraiment adaptées au nomadisme. Vraiment où tu sais que voilà, tu prends ton ordi, hop, tu t'arrêtes dans un café, tu sais que tu vas être le bienvenu, qu'il va y avoir des petites prises sous ta table, que tu vois, la musique va pas être trop forte. C'est adapté, quoi. Et voilà. Donc, Montréal, honnêtement, mis à part l'hiver qui est pas, enfin, qui est le froid, mais surtout qui est long, parce que c'est un froid sec et largement supportable, voire très agréable. Le seul problème, c'est que c'est très long l'hiver à Montréal. Mis à part ce point-là, je te dirais que c'est la destination parfaite pour travailler en voyageant, pour aller passer quelques mois pour travailler. C'est parfait. Voilà pour mon top 1, on va dire. Ok. Top 2, je partirais complètement de l'autre côté et je te dirais Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Chiang Mai, c'est la deuxième ville de Thaïlande, juste derrière Bangkok, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Bangkok, tu tapes Bangkok, si tu n'es jamais allé à Bangkok, tu tapes Bangkok sur Google, tu vas voir Gros tu vois, gratte-ciel, tout ça. ouais, voilà, c'est ça. C'est gros gratte-ciel. Voilà. Chiang Mai, c'est la deuxième ville, mais pour autant, c'est très étendu et ça n'a rien à voir. C'est une capitale, c'est une capitale culturelle. Donc, des temples partout au milieu de la ville, c'est très préservé, c'est très sympa et, euh, et complètement adapté au digital nomadisme. Certains classements l'avaient élu comme la capitale du digital nomadisme dans le monde. Ok. Euh, alors, tu as cet équilibre, tu as quand même cet équilibre nature et environnement de travail. Tu as énormément de coworking magnifiques, mais des coworking, attention, c'est pas un appartement dans lequel on a mis trois chaises, comme on retrouve très souvent dans d'autres pays, hein, j'ai vu. Enfin, c'est souvent le cas, tu vois, c'est un appartement un petit peu aménagé en bureau. Ouais, on dit que c'est un coworking au Portugal, pardon, à Chiang Mai, Chiang c'est Mai. vraiment des coworking. Ouais, à Chiang Mai, c'est vraiment des coworking. Ouais, j'ai vu des coworking. Alors, le coworking dans lequel j'ai l'habitude d'aller quand je suis là-bas s'appelle Yellow Coworking. Donc, c'est un coworking qui est un petit moment pub pour eux, qui est orienté crypto-monnaie. Donc, c'est Ah, leur tu peux payer en truc. crypto? Alors, et si tu travailles dans l'environnement crypto, tu as des réductions en plus, tu vois. Et ils font aussi incubateur pour des boîtes qui sont dans la crypto. Tu as tout le temps, tous les jours quasiment, tu as des conférences sur des sujets crypto, tout ça, bon. Moi, pour autant, tu vois, moi, c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans ce coworking. Et pour te dire un petit peu comment est ce coworking, tu as deux étages, tu as un toboggan, c'est un délire, hein, tu as un toboggan qui permet de passer de l'étage du dessus à l'étage du dessous. C'est fun, tu vois, on ne se fait pas là-bas pour faire du toboggan, mais c'est fun. Tu as des lieux de détente avec des trampolines, donc des toiles tendues. C'est ouvert 24 heures sur 24. Moi, j'ai vu, tu as des douches, tu vois. Moi, j'ai vu des mecs Waouh. bosser toute la nuit sur les longs canapés, des tatamis, tu sais, bosser toute la nuit en équipe sur le tatami et le matin prendre une douche et puis continuer à bosser sans quitter le coworking. Tu vois, des mecs en mode hustle, tu vois, des gros rushs. Des Elon Et Musk, voilà, quoi. des Elon Musk, Des ouais. mecs qui dorment 4 heures par nuit et dès qu'ils se réveillent, c'est tac, 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 c'est parti. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça. Tu vois, les mecs qui ont un rush qui s'arrête pas là, bah voilà, ça c'est complètement possible. Et surtout, et dernier point, après je lâche le micro parce que tu vois, ça peut partir vite quand je prends la parole. Dernier point intéressant à Chiang Mai, c'est l'émulation. Pardon, l'émulation. Tu as un environnement entrepreneurial qui est très avancé. D'accord? Très avancé, c'est-à-dire pourquoi particulièrement avancé à Chiang Mai par rapport à Bali, par exemple? Je pose souvent Chiang Mai et Bali. Eh bien, parce que Bali, tu as le côté plage qui est très attrayant. Lorsque les entrepreneurs choisissent Bali, euh, ils pensent à leur lifestyle, donc la plage, le surf, et ils se disent en plus c'est bien, il y aura des coworking, je pourrais Ouais. bosser. D'accord? Lorsque des entrepreneurs
choisissent Chiang Mai, ils sont au niveau au-dessus, ou en tout cas, ils sont d'autant plus obsédés par leur business. Ils pensent pas à la plage. Ils se disent, il y a des coworking, il y Ah, a des communautés, il y a des coworking. moi, je plaide coupable, hein. Première destination de Chiang Mai, ça m'attire beaucoup. J'ai vu beaucoup de vidéos. Mais après, je suis déjà allé 3 semaines à Bali. Je me disais que Bali, en première situation, première destination, ça allait plus dans ma zone de confort pour après aller dans des environnements comme Chiang Mai. Mais donc, du Mais coup, je je conçois suis. totalement, ouais. Mais non, mais alors attention, je pense que Bali c'est un peu la Mecque, hein, Bali. Faut Ah se oui, dire la vérité. C'est quand tu te lances comme nomade, faut passer par Bali. Moi, t'en avec reviens, Kela, ouais. qu'on a vu. Ouais. Enfin, t'en reviens Alors là, il y a 6 mois, quoi. Ouais. Plus même. ouais, je sais plus. Je suis très mauvais avec ça. Je crois que je suis revenu vers le mois de juillet, non? Je Ouais, sais je plus. pense aussi, ouais, aussi. On se connaissait Donc déjà, donc juillet. 3 mois peut-être. Juillet, ouais. Et ouais, c'est ça. Mais avec Ella, que tu as vu au-dessus de mon épaule, là, pour ceux qui regardent la Coucou. vidéo, coucou Ella, euh, au tout départ, j'ai plus les dates, j'ai du mal à me repérer dans le temps, mais ouais, on a pris une maison, on est resté 6 mois au départ à, à Bali pour lancer nos activités, pour démarrer, quoi. Donc je pense que c'est vraiment un passage intéressant, un passage obligé. Et après, quand tu commences à ressentir ces frictions, ces éléments que tu vas estimer te retenir, bah, tu vas poser ton focus sur des éléments qui sont plus au-dessus, plus au-dessus, plus au-dessus. Et c'est peut-être là que Chiang Mai devient intéressant. Ok. Ouais, je vois Voilà. tout à fait le genre. Et bah, après, je dis Bali, mais en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau des frontières. Bah, ça, c'est un sujet sur lequel je vais revenir après. Donc, du coup, top 1 Montréal, top 2 Chiang Mai et top 3 Et top 3, top 3. Eh Lille. bien, écoute, top 3, Lille, exact. Lille, Exactement, Lille. En plus, exactement. tout est traduit Directement, ouais. en ch'ti, donc c'est parfait. Non, t'as des mots qui sont pas traduits comme Euh, Welsh ou A5, des choses comme ça, c'est pas traduit, quoi. Donc, faut prendre ton application pour traduire. Ah bah, c'est pas mal. Euh, Top 3, Ericeira, petit village de pêcheurs au Portugal. Ok. Grosse communauté entrepreneur freelance à Ericeira, qui est un petit village au nord de Lisbonne. Voilà. Donc au sud de Porto, mais au nord de Lisbonne, très proche de la vague connue de Nazaré, qui est la plus grosse vague du monde. Donc beaucoup Ah de personnes oui. connaissent la vague de Nazaré. Donc à côté de Nazaré, super village, quoi. C'est, je pense, un des seuls endroits au monde où tu peux vraiment être dans un village, ancien village de pêcheurs, et avoir une communauté nomade comme ça. Après, derrière, tu vas avoir Biarritz, etc. Mais tu vois, Biarritz, c'est déjà plus une ville, quoi. Ok. Cette atmosphère assez unique pour les gens qui aiment le surf. Tu as ils disent que c'est un microclimat où tu as des vagues toute l'année. Donc, pour les gens qui veulent surfer ailleurs qu'à Bali, par exemple, qui veulent rester en Europe, ouais, Ericeira, c'est une destination extraordinaire. Ok. Je connaissais pas, donc. Enfin, je connaissais la vague. Elle a un peu tourné sur les réseaux sociaux, donc je pense qu'on parle de la même vague. Des images impressionnantes d'ailleurs. Ouais, 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 c'est assez fou. J'ai envie que tu me. En janvier, je vais revivre un moment, je pense que j'ai vécu en 2013. Pour te remettre dans le contexte, en 2013, c'est la première fois où je partais. Alors à l'époque, c'était seul, 7 mois en semestre à l'étranger à New York. Et je me rappellerai toujours, donc voilà, j'avais 21 ans, j'étais jamais parti loin de chez moi seul. Et je me rappellerai toujours au moment où on m'a déposé à l'aéroport et au moment où tu passes, tu sais, le premier checkpoint. Et tu dis, enfin, checkpoint, voilà, on m'a compris. Et tu dis au revoir ouais. à tes proches comme ça, et tu dis, waouh, ça y est, t'es au tout début d'une expérience, t'es seul, t'es parti au bout du monde, tu connais pas. Ouah, c'était un moment que je m'en souviens toute ma vie.
Et début janvier, je pense qu'entre le 3 et le 5 janvier, alors cette fois ce sera avec Raphaël, Ouais. je vais revivre la même expérience. Alors Bali, ça va peut-être être compliqué, donc ce sera peut-être Koh Samui, enfin, mais ce sera un peu le même esprit que quand je suis parti à New York. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as vraiment pris l'avion pour aller dans un pays, mais où tu savais que tu allais travailler? C'était comment? Est-ce que je peux me permettre, parce que si tu veux un moment fort que j'ai imprimé, est-ce que dans mon esprit, imprimé dans mon esprit, est-ce que tu permets que je reformule un tout petit peu la question Bien en sûr. te disant en te parlant du moment où je suis parti pour de vrai, c'est-à-dire que j'ai laissé mon appartement, laissé mon travail et parce que mon projet était naissant à ce moment-là. Tu vois, je ne savais pas encore ce que ça allait devenir. Donc, j'étais pas déjà en place. Comme toi, aujourd'hui, Ah tu oui. as anticipé ton projet. Tu sais que aujourd'hui tu es copywriter. Tu as déjà tes clients. Tu vas faire monter ton activité. Et lorsque tu vas partir en janvier, eh bien, tu seras sur les rails, tu auras ton activité. Donc, tu vas partir en cherchant des, euh, des coworking, etc. Si on se replace en 2017, il y a deux choses qui changent. C'est que déjà, j'ai pas encore ce projet bien établi. Faut se remettre dans le contexte de début 2017. Hein. Personne n'a entendu parler du digital nomadisme et la semaine de 4 heures, c'est pas encore un best-seller en France. Hein. Donc, tu vois, euh, on est vraiment au démarrage du truc, du mouvement en France, même s'il est déjà largement développé aux États-Unis. Et, euh, et deuxième élément, bah, c'est pareil, les coworking sont pas non plus, il n'y a pas des coworking à tous les coins de rue partout dans le monde. Donc on est dans un autre truc, tu vois. Mon état d'esprit à ce moment-là, c'est OK, je, je me barre, je m'en vais et je vais voir ce qu'il y a ailleurs. À ce moment-là, je lance mon projet, j'aurai l'occasion de t'en reparler, mais je regarde aussi s'il n'y a pas des postes. Moi, je viens du milieu de la banque, enfin de la finance plus exactement. Je regarde s'il n'y a pas des postes pour moi à Singapour, à Bangkok, etc. Tu vois, je ne suis pas encore fixé sur un truc d'entrepreneur à ce moment-là. Je veux juste partir, en fait, Ok. juste voyager. Et pourquoi? Voilà. Pourquoi tu veux juste partir? Déjà, on peut en revenir juste un peu avant. Qu'est-ce qui fait que même si t'as pas encore de plan, on va dire, ancré gravé dans le marbre comme moi, enfin actuellement, qu'est-ce qui fait que tu as ce déclic quand même, cette volonté de rechercher à Singapour des postes? Je pense que c'est. Alors, ben, je peux te parler peut-être de ce déclic en fait que j'ai eu pour l'Asie du Sud-Est. Je peux te raconter ça rapidement. Euh, il faut savoir que, alors moi en 2015, j'ai une amie l'été 2015, qui me dit, en 2015, j'étais célibataire. Bon, et j'ai une amie de longue date qui me dit, Adrien, tu fais quoi cet été? T'as quoi de prévu? Ça te dit, enfin, on était déjà dans l'été, au mois de juin, en juillet. Elle me dit, tu fais quoi au mois d'août? Ça te dirait qu'on aille en Thaïlande? Je lui ai dit, bah écoute, j'ai des vacances à poser, j'ai rien de prévu, je suis célibataire, allons-y, ouais, ok. Mais ça m'attirait vraiment pas plus que ça, si tu veux, la Thaïlande. La Thaïlande, pour moi, ça résonnait, bon, avec les clichés qu'on connaît, quoi. Mais bon, je me suis laissé tenter. Le premier jour, écoute bien, je sors de l'aéroport, je prends un taxi, j'arrive dans Bangkok, les odeurs, les personnes autour de moi, le monde, le machin, je me dis, c'est pas possible, j'ai réservé, mon billet retour est dans un mois, je sais même pas comment je vais tenir 2 jours. J'ai une espèce de révulsion totale pour cette ville. Je déteste. Je suis là, j'ai peur. Enfin, honnêtement, je suis terrifié. Je me dis comment je vais faire les odeurs, les machins. Je me dis, oh. Et puis, donc j'arrive à l'hôtel. L'hôtel était miteux, enfin un truc. Et puis, peut-être 3 heures plus tard, j'étais complètement amoureux de cet endroit. J'étais amoureux de la Thaïlande. 3 heures? Ouais, c'est allé très vite. C'est-à-dire que les 2 premières heures, j'étais en stress total. Et 3 heures après, ben voilà, j'ai eu le temps de discuter avec des gens. J'ai commencé à aller me balader dans les rues. J'étais complètement claqué parce que j'avais tout le décalage horaire plus l'avion. Je suis allé avec mon ami donc me balader dans les rues de Bangkok.
J'ai pris mon premier tuk-tuk, j'ai demandé des renseignements, mais c'est même pas, j'ai pas demandé des renseignements, il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire vous êtes perdus, est-ce que en baragouinant quelques petits mots comme ça pour essayer de nous aider. Et ma vision a été complètement, tu sais, je parle souvent dans Copy Training, je parle souvent de grand écart émotionnel. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis passé du tout au tout, où je suis passé de c'est quoi ce truc, c'est quoi cet enfer, ah, c'est quoi ce paradis? Wow. Et voilà. Et donc là, j'ai complètement accroché. Je me suis dit, waouh, je sais pas comment je vais faire pour repartir. Tu vois, je suis passé de je sais pas comment je vais faire pour rester à je sais pas comment je vais faire pour repartir. Donc là, l'expérience a été extraordinaire. Et je sais que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont passées par la Thaïlande et qui ont eu cette espèce de révélation aussi. Euh, donc voilà, donc expérience extraordinaire. Ça a été presque un mois, 3 semaines et demie de bonheur absolu. Retour en France, retour à la réalité. Et là, je me dis, bon, Paris, c'est plus pour moi. Mais si tu veux, j'envisage pas de partir en Asie à ce moment-là. Je sais même pas que c'est possible, si tu veux. Je sais même pas que c'est possible, hein. Pour moi, c'est impossible. J'ai fait mes études en France, des études de finance. Donc, autant dire que la finance est très liée au juridique, donc lié au droit français. Donc pour moi, j'ai aucune chance. Tu sais, la gestion de patrimoine, c'est de la du droit fiscal, Ouais. donc fiscalité appliquée, fiscalité française. Donc dans mon esprit, j'ai aucune compétence qui puisse me permettre d'aller m'expatrier à l'étranger. Bon, je me dis que ouais, j'y pense pas vraiment à ce moment-là. Donc, je reviens et là, je me dis par contre, il faut que je change d'environnement. Donc, je vois avec ma direction et a priori, il y a un poste qui se libère à une création de poste, je ne sais plus exactement, à Bordeaux. Et je me dis, top, je vais changer d'environnement. Donc, je m'organise. Je me dis, tiens, ça serait peut-être pas mal de partir à Bordeaux. C'est OK. Sauf qu'au dernier moment, ça ne se fait pas. Je devais partir en mars, je crois, autour de mars, j'ai plus les dates exactes, mais grosso modo, en mars 2016, j'apprends que ça ne va pas se faire. Et pour moi, c'est une énorme déception. Je m'étais ancré dans mon esprit que j'allais partir, et en fait, ça ne se fait pas. Donc, ma seule solution, si je veux quitter Paris à ce moment-là, c'est soit je démissionne et je vais chercher autre chose ailleurs, en fait, non, c'est la seule solution, quoi. Si je veux partir, c'est je démissionne. Soit je reste là, je reste à Paris, je reste dans mon poste, soit je démissionne et je fais ce que je veux, quoi, simplement. Donc, je décide de démissionner, mais pas tout de suite. À ce moment-là, donc, je suis en couple avec Ella, donc on s'est mis en couple entre-temps, et on se dit, OK, essayons de nous expatrier, essayons de partir à l'étranger, tentons quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais tentons quelque chose. Et donc, pour faire les choses bien, et là, on a fait quelque chose que j'ai recommandé à plusieurs amis et qui leur ont permis de partir, qui aujourd'hui sont à l'étranger. Donc, c'est un conseil très précieux pour les gens qui souhaitent partir et qui se sentent un petit peu bloqués. C'est qu'on a fait un rétro-planning. Mais Ok. un rétro-planning, attention, pas juste tu vois, un schéma un peu vague. On a fait un rétro-planning ultra précis. Nous, on l'a fait sur un an, mais c'est largement faisable sur 6 mois. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on est en mars 2016 et on veut partir à l'étranger. En mars 2016, quand on se dit on va tout plaquer, on va partir à l'étranger, ça nous paraît complètement illusoire, complètement utopique. OK? Et voilà, c'est pour, t'imagines quelqu'un qui écouterait ça, par exemple, et qui se dit, ouais, j'aimerais bien partir à l'étranger, quitter mon job, et puis tenter une expérience à l'étranger, ça me fait rêver, mais ça me paraît tellement loin, tellement énorme à mettre en place, que je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. Si vous êtes dans ce cas, écoutez bien. L'idée, c'est quoi? C'est de se projeter sur une date suffisamment lointaine pour que ça ne paraisse pas Inenvisageable. trop, Ouais. voilà, pour que ça paraisse un peu illusoire, d'accord? Pour que Ouais. ça ne soit pas impressionnant. Donc ça peut être 6 mois, ça peut être un an, peu importe. À partir de cette date, on va prendre notre calendrier, notre agenda, d'accord? On va faire une croix et on va écrire départ avion. Point. Ça, on ne sait peut-être pas encore où, hein, mais on sait juste qu'à cette date, on doit être dans l'avion. Il n'y a pas le choix. À cette date, on doit être dans l'avion. Et après, on va faire ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire qu'on va écrire toutes les étapes qui vont nous ramener jusqu'à aujourd'hui, qui vont nous permettre de partir. Donc, si on est locataire, on va prendre 30 jours avant et on va écrire envoyer le contrat de résiliation de bail. D'accord? OK. On va se mettre à tel jour, envoyer le contrat de résiliation EDF.
Ok. On va se dire, ok, donc il faudrait que je prenne mes billets d'avion à peu près 3 mois avant pour avoir des bons tarifs. 3 mois avant. Cette semaine, là, on peut se mettre une plage de 3 jours, 3, 4 jours, tu sais, pour le temps de bien regarder tout ça. Acheter billets d'avion. D'accord? On ne sait peut-être pas encore pour où. On va revenir un peu avant. On va se mettre une journée. Cette journée-là, je vais peut-être étudier destination. OK. Ensuite, on va se mettre. Et au fur et à mesure du temps, on va avoir des idées. On va se dire, OK, ah ouais, mais tu sais, pour partir, il va peut-être falloir que j'achète un sac à dos ou des vêtements spéciaux. Enfin, tu vois, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, et ben ok, ben, pas de problème. On va pas laisser ça en plan, on va pas se laisser impressionner, on va le mettre dans notre calendrier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on va passer par toutes ces petites étapes. Alors, il y avait aussi un autre point à mettre dans le calendrier, ça c'était le point le plus dur, ça a été annoncer la démission. Ah ouais, ça j'avoue. 3 mois avant, Ah, le jeu, 3, 4, non, c'est combien? Trois. je sais plus. Ça dépend Ouais, parce que les tu as un statuts. préavis. Ouais, Trois c'est ou ça. 4 mois, ou parfois même moins. Je sais pas. Honnêtement, je me souviens plus. Tu sais, ça fait Ouais, presque 5 ans du coup. ouais, Mais ça, ouais, ça, je t'avouerai que bah, le matin, voilà, c'est aujourd'hui. Là, il y a la croix dans le calendrier, donc faut jouer le jeu, il faut le faire. Et tu sais que voilà, tu vas un peu à l'abattoir, quoi. Tu vois, ouais, le j'avoue. matin, Ouais. tu y vas. Et voilà, t'arrives, tu pas un moment pour échanger dans la journée, pour discuter dans la journée. Ouais, ok, ok. Et voilà, t'annonces la chose, c'est assez chaud. Puis après, bon, bah, une fois que c'est fait, c'est fait. Et si t'as des responsables qui sont pas trop, voilà, souvent les responsables comprennent une situation. Si tu l'amènes correctement en disant, bah Oui. voilà, moi aujourd'hui, je me trouve plus à ma place. Je veux surtout pas prendre qui que ce soit de court. Mais je pense partir. J'ai envie de tenter autre chose. Euh, et je veux surtout mettre personne dans l'embarras. J'aimerais qu'on mette en place ensemble un plan qui me permette de partir dans les meilleures conditions pour moi et dans les meilleures conditions pour toi, pour vous. Donc voilà, si je dois former quelqu'un, si je dois aider au recrutement de quelqu'un, il n'y a pas de problème. On peut faire tout ça ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc bon, Mais bref, ça, ça c'est c'est une petite astuce ça, c'est essentiel pour les personnes, même si un jour qui aimeraient avoir une rupture conventionnelle ou même démissionner, avoir une période entre la phase de démission et la phase où vous partez saine. Ça, c'est du copywriting, c'est se mettre en empathie avec la personne euh, votre plus un entre guillemets, quoi, votre responsable. Et on augmentera ses chances, je pense que tu es d'accord, pour si on dit vraiment à la personne, voilà, je suis prêt à être là pour former dans les meilleures dispositions, j'ai envie que ça se passe au mieux, et vraiment se mettre en empathie, ça va augmenter les chances, par exemple, derrière, d'avoir une rupture conventionnelle pendant pour avoir le chômage et choses comme ça. Donc même une démission, donc exactement. c'est essentiel. Ouais. Bah, disons que il y a, alors pour donner une image très claire, parce que mettre en empathie, je comprends que ça puisse paraître un petit peu abstrait à certaines personnes. Hmm. Ça veut dire quoi mettre en empathie? Bah, je sais pas, je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Maintenant, Oui. regarde, l'idée c'est quoi? C'est que souvent, et ça c'est une règle absolue de copywriting, de négociation et plus généralement de persuasion. Lorsque on est dans un débat, quel qu'il soit, lorsqu'on essaie de convaincre, le réflexe, c'est de s'opposer les uns les autres. D'accord? C'est on se dit qu'on part au combat. On veut convaincre l'autre d'obtenir, de te donner quelque chose. OK? Et donc ça, c'est un réflexe naturel, mais en fait, ça marche pas. Bien souvent, voilà, si tu as quelqu'un qui est de gauche et quelqu'un qui est de droite, ils veulent se convaincre mutuellement, ils sont au combat et au final, ça reste stérile et ni l'un ni l'autre obtient ce qu'il veut. Maintenant, l'idée, se mettre en empathie, ça veut dire quoi? Se mettre en empathie, ça veut dire que on change la perspective et on vient se mettre du même côté que la personne qu'on veut convaincre ou de laquelle on veut obtenir quelque chose, par exemple, d'accord? On va se mettre du même côté, on fait équipe. Et ça, lorsqu'on veut obtenir, par exemple, comment tu as dit, Une une rupture démission, conventionnelle, même une augmentation de salaire, hein, c'est n'importe quoi en fait. c'est ça. Même si vous On va voulez se que, mettre, même si à vous de faire la vaisselle et que vous voulez que c'est votre copine qui la fasse, voilà, c'est toujours le même esprit. Hein. c'est bon, moi, comme diraient certains, je ne fais pas de politique. Donc, je n'entre pas dans ce sujet. Mais blague à part, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de se mettre dans la même équipe que la personne voilà, c'est-à-dire qu'on discute ensemble. On vient pas lui dire, écoute, Jean-Pierre,
voilà, moi, je veux une rupture conventionnelle et on négocie comme des marchands de tapis. En fait, c'est pas ça. C'est on vient réfléchir avec lui à la meilleure solution pour que j'obtienne ce que je veux. Donc plutôt que de lui dire je veux ça, débrouille-toi pour me le donner. Qu'est-ce que tu, enfin, tu vois? Non, on va Mm. lui dire, écoute, Jean-Pierre, voilà, moi j'ai ce projet-là, j'ai ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ensemble, toi et moi, pour arriver à cet objectif? Et pour reprendre ton exemple pour faire la vaisselle, bah, ça pourrait être la même chose. C'est voilà, Raphaël. Euh, je, tu pourrais lui dire, bah, plutôt que de dire, ouais, non, c'est à toi de faire la vaisselle, tu pourrais lui dire, bah, par exemple, écoute, aujourd'hui, tu sais, moi, je me sens vraiment pas de faire la vaisselle. Je comprends que toi aussi, ça t'embête. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit plus facile pour toi, pour te rendre la tâche plus simple et que ça te facilite, enfin, et faciliter la tâche simplement. C'est ça, se mettre en empathie. C'est Mm. dire à la personne en face, attention, je te demande quelque chose, mais je comprends l'effort que ça te demande et je suis prêt à t'aider ou à trouver des solutions avec toi pour t'alléger Mm. cette difficulté. Mais Voilà. c'est fou. Et je continue sur les exemples hors professionnel, mais on expliquera un peu après exactement ce que c'est le copywriting, mais il y a une, com- une compétence à développer qui est bah, se mettre en empathie, se mettre à la place de l'autre. Et ce qui m'a fait rire dans ta formation, c'est que c'est génial, c'est ultra marquant. Il y a même des techniques pour convaincre son enfant de manger des légumes. Et ça, mais c'est énorme. Et en fait, c'est tout le temps pareil. C'est pas des techniques de vente, c'est des techniques pour faire passer un De message. communication. Ouais. Et tu sais que moi, j'ai un dossier Google Drive où j'ai un peu éducation parentale où j'écris plein de tips comme ça. Et du coup, j'ai mis ton exemple de bah, comment. Bah, d'ailleurs, on pourrait le dire. C'est comment tu dirais à ton enfant qui veut pas manger de légumes d'en manger. Oui, bah c'est ça. En Mm. règle générale, un enfant, si on cherche à le forcer un enfant comme un être humain, Oui. soyons très généralistes, si on cherche à forcer qui que ce soit de faire quelque chose, quand bien même c'est bon pour lui, il va développer des résistances immédiatement. Euh, Pourquoi? Parce que chacun veut avoir l'impression de décider pour lui-même et surtout de décider dans un sens qui l'intéresse, pour obtenir des bénéfices qui l'intéressent, un résultat qui l'intéresse. Un enfant, qu'est-ce qui l'intéresse? Bah, dépendamment de l'enfant, ça va être par exemple être le meilleur au foot, tu vois, être le meilleur aux jeux vidéo, être le meilleur, peu Mm. importe, tu vois, ou avoir voilà, être peut-être plus grand. Souvent, tu sais qu'il y a des enfants qui se trouvent trop petits. Alors oui, il y a le truc de la soupe, ça fait grandir. Bah, ça marche, hein. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est simplement expliquer à ton enfant, mais sans le prendre pour un imbécile, simplement lui expliquer la raison pour laquelle euh, tu penses que ce serait bien qu'il mange ses haricots verts. Et en se mettant de son côté, en lui disant, mais tu sais, moi, je comprends que, enfin, moi non plus, j'aimais pas ça à ton âge, ou moi non plus, mais ça, t'inquiète pas, déjà, tu vas voir qu'après, tu vas commencer à aimer ça. Donc, c'est pas grave si t'aimes pas ça, c'est normal, c'est OK. Mais surtout, moi, si j'aimerais bien que tu les manges, et si j'aimerais bien que tu décides que tu les manges, c'est parce que ça va te permettre d'obtenir, ça va te donner, ça va avoir tel effet. Je sais pas, moi, tu peux lui expliquer, ça va avoir tel effet. Alors, tu vois, avec des enfants, c'est délicat, il faut imaginer le truc. Ça va avoir tel effet. Et en fait, tu vas voir que tu vas être bien meilleur au foot parce que tu vas être plus rapide, par exemple. Mm. Et tu devrais vraiment essayer. Et tu vas voir que si tu n'aimes pas ça aujourd'hui, bah, petit à petit, tu vas commencer à aimer ça. C'est pas un problème, mais déjà, je te demanderais juste d'essayer et de me dire après si tu sens pas déjà que tu t'es plus rapide quand tu cours au foot ou si tu es meilleur au foot. Bon, bref, tu vois, j'ai Oui. un petit peu froissé le truc, mais tu vois l'idée, en fait, on se met directement en empathie avec cet enfant. Et plutôt que de chercher à le forcer à faire quelque chose, ben, on va essayer de se mettre de son côté et lui dire qu'on le comprend. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter et qui vont dire, bah, moi, j'ai des enfants, je peux te dire que il en a rien à faire et il va se mettre à hurler. Alors, moi, je suis pas psychologue pour enfants, hein, et pas psychologue du tout d'ailleurs, mais mais je suis convaincu que si un enfant réagit mal lorsqu'on cherche à l'aborder de cette manière-là, tu vois, je l'ai déjà testé avec une petite.
ma petite sœur, c'est parce que la plus petite, tu vois, c'est parce que elle n'est pas habituée à ce qu'on lui parle comme ça. Et je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que elle est pas habituée, si la personne n'est pas habituée, si l'enfant n'est pas habitué à ce qu'on lui parle, entre guillemets, à mon avis, il faut déjà la réhabituer à ce qu'on lui explique des choses et à ce qu'on la responsabilise et à ce qu'on lui propose de prendre des décisions pour elle, plutôt que enfin, de prendre ses décisions elle-même pour elle-même. Bon, tu as compris ce que je veux dire. Ouais, non, mais c'est clair. N'entrons pas trop loin dans ce débat parce que je sais que c'est des sujets qui divisent. Oui, non, mais c'était pour Ce sont des sujets qui... comprendre l'idée que ce soit rupture conventionnelle ou des choses comme ça. Il y a un schéma, mais après, ça reste généraliste, hein. Il y a 10 000 cas différents, puis il y a 10 000 relations différentes. C'est ça. Ouais. Alors, du coup, on a commencé à dire un peu copywriter, copywriting. Adrien, j'ai pas envie de te dire merci. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, en fait, depuis que j'ai fini mon école de commerce, alors déjà, j'avais un métier qui était business analyst. Alors déjà, pour expliquer, bonsoir, enfin, aux gens en société. Après, j'ai commencé à vendre des choses sur Internet, à faire de l'affiliation, du MLM, des tunnels de vente. Et maintenant, je me retrouve à être copywriter. Comment j'explique ça à ma grand-mère? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Euh, alors, tu sais, on a beaucoup parlé de niveau de conscience, par exemple. On va pas rentrer dans les détails de ce sujet parce que c'est assez technique, mais grosso modo, je te dirais que expliquer ton travail, tu vas le faire différemment selon la personne à qui tu t'adresses. Une personne qui est déjà sensibilisée au métier d'Internet ou qui est déjà sensibilisée à la vente en ligne ou à la publicité ou ce genre de choses, forcément, tu vas lui expliquer bien différemment que à ta grand-mère. Ouais. À ta grand-mère, je te conseillerais de lui dire simplement que tu es commercial. Commercial, C'est, ouais. mais parce que d'une certaine manière, c'est ce qu'on est. Ouais. Un copywriter, c'est un commercial. Il y a une phrase dont je ne me souviens plus l'auteur, mais peu importe à la limite, c'est que quel est ce bouquin qui commence avec cette phrase? Je me demande, c'est pas Robert Bly, mais j'en suis pas sûr, qui démarre en disant un copywriter, c'est un salesman, donc un commercial avec un typewriter, Un une clavier. machine à écrire. Oh, ouais, ouais, Voilà, t'as pas ça. une machine à écrire. C'est un salesman derrière un vendeur derrière un clavier. C'est un commercial derrière un clavier. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, moi je me prends, tu vois, c'est aussi une question d'ego, je pense. Moi, j'ai aucun problème à dire que je suis commercial. Là, je sais que certains, ils pourraient peut-être trouver ça pas assez, je sais pas quoi. Personnellement, je m'en fiche. Donc voilà, enfin, ça me va très bien. Je suis commercial. D'accord. Et quand la personne demande de creuser, tu vas peut-être dire, j'avais entendu dans l'interview avec Ambroise, commercial à l'écrit. Donc du coup, j'ai repris commercial à l'écrit. Et parfois, les gens, du coup, pensent rapidement à fiche produit Amazon, tu vois. Ah ok, donc tu es la personne qui écrit... et ça peut être, hein, un copywriter peut faire ça. Euh, Ah bah complètement. ouais. Mais du coup, parfois, comment t'expliquerais à quelqu'un qui veut creuser, bien sûr, euh, tout ce qui est page de vente, email de vente, comment t'expliques ça à quelqu'un qui n'est pas trop éduqué à qui ne connaît pas trop l'aspect, le milieu du web marketing? Je En fait, je crois que je rentrerai simplement, enfin, je veux dire, c'est ce que je fais. Je rentre pas trop dans les Dans les détails. détails. C'est-à-dire que je vais plutôt, en fait, je vais donner cet exemple, hein. Je vais dire, tu sais, par exemple, quand tu vas sur Amazon, tout le petit descriptif ou la fiche descriptif qui est en dessous, tout ça, en fait, mon travail, c'est de faire ça, c'est de faire des descriptions de produits et d'expliquer comment fonctionne un produit pour donner envie aux gens de l'acheter. Tout Ok, simplement, en fait. très bien. Voilà. Bon, bah, c'est bien, mais Derrière, aller trop loin, ça embrouille les gens, lettre de Oui, vente, oui, email de vente, tout ça. ouais. Non, mais c'est bien, c'est important. Je prends des notes. Ok. Et alors, du coup, voilà, je me permets du coup de rentrer un peu plus dans les détails pour expliquer aux gens, voilà, qui seraient intéressés, qui peut-être ont eu un déclic en Asie et puis sont revenus dans le RER A en chemise, costard, pour aller à la Défense dans une tour
et rentrer le soir, être fatigué, et puis refaire ça du lundi au vendredi. C'est des personnes qui ont eu ce déclic, mais qui n'ont pas trouvé la solution. Du coup, copywriter, concrètement, c'est quoi les actions que tu fais aujourd'hui, ou plutôt, comment ça se passerait de A à Z avec un client, de la prise de contact, que ce soit toi vers lui, ou aujourd'hui c'est beaucoup les clients qui viennent vers toi, jusqu'à jusqu'à la fin du projet. Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que, comme tu le sais, avec moi, il n'y a pas de fin de projet. Ouais, Je pars du principe que aujourd'hui, s'il y a tant de copywriters qui galèrent, disons-le, hein, parce que, bon, on pourra en reparler, mais grosso modo, le métier de copywriter, ça attire beaucoup de personnes qui ont vu de la lumière et qui ont vu potentiellement un moyen de faire beaucoup d'argent, mais qui derrière ne sont pas prêts à fournir les efforts pour arriver à ça, parce que c'est pas magique. Euh, L'idée, c'est que la plupart galèrent parce que soit ils ont un problème, ils ne sont pas suffisamment formés, soit ils cherchent des missions, et pour ceux qui sont suffisamment formés, ils cherchent des missions ponctuelles. Ce qui veut dire que quand tu cherches un client ponctuellement pour rédiger une page de vente à 2000 euros, bah, ça demande quand même de 2000, voire plus, hein, parfois c'est 5000 euros, tu vois, pour rédiger une page de vente. Eh bien, ça demande quand même un certain effort. On ne trouve pas un client qui est prêt à te payer comme ça. Tu vois, ça demande un certain effort. Et mettons que voilà, tu veuilles faire, bah, je sais pas, enfin, je ne veux pas trop donner de chiffres comme ça, mais si tu veux faire par exemple trois pages de vente dans ton mois, pour avoir, mettons, 3 pages de vente à 2000, donc 6000 euros, ça va te demander de démarcher de façon très intense et ça va manger énormément de temps. Ça va peut-être te dégoûter aussi de l'activité, tu vois, de toujours devoir être en quête de nouveaux clients, toujours être en stress, toujours être à se dire, OK, peut-être eu de la chance ce mois-ci, mais qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce qu'il en sera le mois prochain? Est-ce que je vais trouver, tu sais, voilà, flipper complètement à l'arrivée de l'été parce qu'on sait qu'il se passe plus rien sur Internet ou même ailleurs, tu vois. Enfin, l'activité ralentit souvent pendant l'été. Bref, c'est plein de choses qui font que démarcher en permanence et chercher à faire des missions one shot, c'est stressant. Maintenant, moi, ma philosophie et la raison pour laquelle je pense, enfin, la meilleure façon de s'inscrire, de bien gagner sa vie en tant que copywriter, c'est de garder davantage de temps pour la production et réduire le temps pour le démarchage. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, simplement, on va chercher des clients avec qui on travaille sur le long terme, mais avec qui on ne fait pas du one-shot. Alors, évidemment, il y a des phases à passer avec ce client. C'est-à-dire c'est la même chose, on ne va pas trouver quelqu'un comme ça, démarcher quelqu'un en lui disant «Salut, est-ce que ça te dirait de me donner 5000 euros par mois tous les mois?» Ben non, en fait. Donc il y a vraiment des étapes il y a des étapes à passer. On va petit à petit enfin, donner envie à cette personne, c'est toujours la même chose. On va lui donner envie de travailler avec nous sur le long terme, de ne surtout pas nous laisser partir, ne surtout pas nous laisser nous évaporer dans la nature. On va devenir un partenaire pour cette personne et on va travailler sur le long terme. Et donc, je ne te fais pas un schéma, mais si tu factures 5000 euros par mois pour un client et que tu as 3 clients, voilà. j'ai compris. C'est la raison pour laquelle, et encore, bon, voilà, c'est la raison pour laquelle certains copywriters sont très bien payés et d'autres galèrent en fait. C'est que certains sont capables de fidéliser des clients et non pas à prospecter finalement, non pas à faire de one shot, tu vois, essayer de trouver des petites missions par-ci par-là, et d'autres bah, sont sans cesse en train de démarcher et en train d'essayer de trouver des petites missions par-ci par-là. Et c'est d'ailleurs un point très important. Souvent, on me dit, ouais, mais Adrien, il y a de plus en plus de copywriters sur le marché. On en voit sur les plateformes, ça fleurit. Du coup, comment je fais pour me démarquer par rapport Mais il n'y a pas à avoir peur de ça, en fait. Les gens ont peur, en fait, de se retrouver dans une situation où ils n'auront pas de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de diplôme pour se dire copywriter. N'importe qui peut se dire copywriter et n'importe qui
se dit copywriter. Alors n'importe qui, pas tout le, enfin, tu vois, tout le monde n'est pas n'importe qui, mais bon, je vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Oui, beaucoup de mais personnes qui ne sont pas formées, mais qui se disent copywriter. j'en ai déjà, Sauf que pour la ces petite personnes, anecdote, c'est vrai que c'est pas un titre comme médecin où on peut, il y a des personnes qui, vraiment, hein, j'en suis témoin, qui lisent un PDF et après, ouais, ok, j'ai compris, structure AIDA, accroche, l'intérêt, tu parles des problèmes, la désir, et là tu fais appel à l'action. Euh, et puis après, ils disent copywriter. C'est vrai que c'est pas médecin, c'est pas plombier ou c'est pas quelque chose qui demande, enfin, ça demande du travail, des études entre guillemets, mais c'est pas médecin quoi. Donc tout le monde peut s'improviser entre guillemets, en tout cas peut mettre le titre quelque il part n'y sur a les pas réseaux de barrière à copywriter. l'entrée, en fait, C'est ça. pour se dire copywriter. Mais en fait, pour terminer rapidement cette idée, étant donné qu'il n'y a pas de titre pour se dire copywriter, mais tous ceux qui se disent copywriter sans avoir les qualités d'un copywriter ne gagneront pas des revenus de copywriter. Pour la raison que je t'ai donnée juste avant. C'est que pour bien gagner sa vie en tant que copywriter, il faut pouvoir durer. Et t'imagines bien que si tu arrives à convaincre un client de te donner 5 000 euros par mois, déjà, tu n'y arriveras pas comme ça parce qu'il faut passer par toutes ces étapes de validation. Mais si tu n'es pas formé, tu n'arriveras pas à passer ces étapes de validation et tu n'arriveras pas à le convaincre de te donner 5 000 euros par mois parce que ça ne l'intéresse pas d'engager quelqu'un qui n'est pas formé, tu vois. Il va vite s'en rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il n'y a pas à avoir peur des concurrents, des pseudo-concurrents qui ne sont pas formés. Euh, Simplement pour cette raison, c'est qu'ils se disent copywriter. Alors évidemment, la seule chose que je reprocherais à ça, c'est que ça peut un petit peu dégrader la profession. Tu vois, le terme, le nom de la profession. Aujourd'hui, je vois de plus en plus, tu sais, quand on te dit tu fais quoi, je suis copywriter. Tu sais, t'as des mecs qui vont se faire, ah, ok, Ouais, tu vois, ouais. ah, ok, ah, Non toi mais aussi. ça Bon, c'est tout simplement l'être humain il est comme ça, c'est le phénomène de rareté. Plus quelque chose est rare, plus enfin, quand on connaît pas, je veux dire, mais plus quelque chose est rare. Un copywriter, j'en connais juste un ou deux. Ah, ça doit être quelque chose d'assez dur. Ah, j'en connais 10. Oh bah du coup t'es un parmi 10. On raisonne comme ça quand on connaît pas trop. Mais l'être humain fait toujours ça. C'est dès qu'il est exposé un peu trop souvent à son goût à un message, il peut justement diminuer la valeur qu'il estime de ça et c'est les copywriters, il y a en tout cas quand on voit le copywriter débutant qui a lu un livre et qui écrit copywriter qui se dit copywriter en public et toi qui pourrais dire ça, la personne qui connaît pas vos résultats va pas voir de différence à proprement parler quoi. Donc je comprends totalement. ben, c'est ça, ça reste opaque. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu connais l'effet Dunning-Kruger? Ah alors oui Si oui tu veux, je peux en mais parler oui ouais, rapidement. C'est je veux un, bien c'est ouais. Je veux- extrêmement, c'est très important et je pense que, euh, d'ailleurs, peut-être que tu t'en es rendu compte dans Copy Training, je répète très souvent et notamment à l'occasion des réunions hebdomadaires que la qualité d'un copywriter repose sur sa modestie et sa capacité à toujours se remettre en question. L'effet Dunning-Kruger, c'est quelque chose qui met en péril, je crois, sincèrement, j'hésitais à lâcher le mot, mais je le crois sincèrement, qui met en péril pas mal de personnes qui se lancent. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsqu'on découvre le copywriting, lorsqu'on lit, tu sais, influence et manipulation, lorsqu'on démarre, on a des révélations. Ouais. Il y a des choses qu'on découvre, on se dit waouh, c'est passionnant, c'est incroyable. Et là, immédiatement après, on est sous l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est l'effet qui veut que lorsqu'on découvre quelque chose, on a l'impression de comprendre cette discipline dans son intégralité. D'accord? On a cette impression d'être presque un expert alors qu'on vient de découvrir une discipline. Et le copywriting Ouais. est très très sujet à cet effet parce que on découvre rapidement des mécanismes qui nous donnent un effet, qui nous donnent un effet assez waouh. Et du coup, très rapidement, on connaît 5 principes et on se dit waouh, putain, j'en connais vraiment plus que tout le monde et tout ça. Et donc, j'ai cette qualité, je sors du lot. Donc, voilà. En réalité, lorsqu'on continue d'avancer, et c'est vraiment ce que je recherche dans Copy Training, c'est vous avez cet effet,
cette révélation, waouh, je maîtrise le truc. Et derrière, mon objectif, c'est de vous faire plonger, en fait, pour vous ramener à la réalité et vous dire, ah ok, en fait, je suis à 5% de ce que je dois connaître du copywriting et il va y avoir du taf. Parce que, et là où je disais tout à l'heure que ça met en péril pas mal de monde, cet effet Dunning-Kruger, c'est que bien souvent, les gens ont cet effet, se disent, OK, je suis prêt, se lancent, se ramassent, grillent leur réputation vis-à-vis des clients qui parlent entre eux en plus, et derrière, c'est fini pour eux. Va chercher autre chose, tu vois. D'accord? Parce qu'ils ont la réputation d'être naze et de ne pas avoir apporté de résultat à leurs clients. D'accord? Maintenant, si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui veulent se former et se lancer comme copywriter pour pas se griller leur réputation, c'est passer l'effet Dunning-Kruger en étant conscient qu'ils vont être sujets à ça, se dire à un moment, waouh, je suis trop fort, le passer, continuer à se former, travailler jusqu'au moment où ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont au démarrage de quelque chose. À partir du moment où tu commences à voir que c'est une discipline qui est extrêmement vaste, extrêmement dense, extrêmement complexe, alors là, c'est OK. Euh, tu vas commencer à faire preuve de beaucoup de modestie. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Et donc, tu vas rester dans l'effort permanent. Tu vas continuer à chercher en permanence parce que, quelque part, tu pourras pas te sentir super fort parce que tu vas voir qu'autour de toi, il y a encore tellement de choses à explorer que, bah voilà. Et c'est ce sentiment qui fait que tu vas continuer à te former en permanence, tu vas continuer à chercher des indices en permanence, tu vas jamais te reposer sur tes lauriers et tu vas devenir meilleur que les autres. Je peux pas dire super fort du coup, tu vois, puisque c'est tellement large, mais tu vas devenir meilleur que la plupart qui se sont arrêtés au départ. C'est ouais. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup pendant tes. On parlera de copy training, enfin, on peut en parler aussi maintenant, mais pendant tes corrections, c'est que, alors pour donner un contexte aux personnes, on a dans la formation d'Adrien sur 3 mois de copy training, c'est ça de quoi on parle, pour devenir copywriter et trouver ses premiers clients. On a bah, à chaque module des exercices à faire. Et en fait, Adrien, c'est vraiment, j'ai énormément progressé par rapport à ça, va commenter le travail en vidéo. Il va faire une vidéo commentée du travail. Et j'ai remarqué que tu disais souvent, tu disais pas genre, à, à part des rares fois où il y avait vraiment une règle sûre, mais la majeure partie du temps, c'est pas ça en copywriting. Tu disais, je suis pas sûr, enfin, je te propose une autre solution, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Vraiment, toujours dans ce phénomène où voilà, tu veux proposer autre chose, et puis même au fond, on peut jamais être sûr que ce changement en copywriting va augmenter le nombre de personnes qui vont passer à l'action. Et j'ai remarqué que tu avais un peu ça, même si tu es compétent, en tout cas, tu euh, émettais tout le temps qu'il y avait un mini doute possible, tu vois, en me proposant des recommandations. C'est ça. Ouais, mais alors, je peux rebondir là-dessus simplement parce que euh, je te dirais que en marketing d'une manière générale, mais d'autant plus en copywriting, on arrive rarement, on arrive rarement, je pense pas qu'il y ait de perfection d'ailleurs, mais on arrive rarement à quelque chose de satisfaisant ou de très satisfaisant ou de très performant, une pièce de vente très performante par exemple, du premier coup en fait. Euh, c'est le copywriting, c'est quelque chose on doit tester et analyser et essayer d'apprendre en fait, essayer de comprendre ce qui c'est pourquoi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tester autre chose, tester de nouvelles choses, parfois se prendre des claques et puis se planter complètement. Mais pour progresser, il faut tester en fait. Je crois que c'est juste ça, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Enfin, il y a des règles, il y a des règles qu'on connaît, mais je pense que voilà. Pour une raison toute simple, c'est que ça fait appel à la psychologie humaine en fait. On imagine le copywriter comme un écrivain. Il y a 3 jours, on m'a dit, mais en fait, t'es écrivain. Je dis, bah non. Euh, Parce que c'est la partie visible, les gens voient ce qu'on écrit. Ouais. Mais la compétence, c'est de la psychologie en fait. Avant d'être de l'écriture, c'est de la psychologie. Bah, Et personne ne connaît le cerveau dans son. Tu vois,
il y a tellement de choses à découvrir qu'on ne peut jamais être vraiment Ça me fait certain. penser ce que tu viens de dire. Un copywriter, c'est pas un écrivain. Hier, j'ai été faire un petit tour sur ton LinkedIn et j'ai vu que tu avais commenté un post il y a un mois qui disait un bon copywriter copywriter ou un bon copywriter et écrivain et un excellent copywriter et il y avait écrivain, je sais plus, essaye le produit, analyse, discute avec son marché, comprend les règles de la psychologie et blabla, enfin, et plein d'autres choses, quoi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est pas écrivain, c'est un peu la métaphore qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, mais qui est vraie, c'est l'écriture à la fin, la page de vente, c'est la face visible de l'iceberg, mais d'ailleurs, quand j'ai suivi la formation, là où ça m'a demandé énormément d'énergie, c'était tout le travail de recherche. Ouais. Tout le travail de recherche, mais qui m'a tellement aidé au moment où je devais écrire. Bah, bien sûr, mais d'ailleurs, je crois que je l'ai souvent répété pour garder le niveau d'énergie suffisamment haut et pour pas que, voilà, c'est que c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment ça. C'est une des choses qui font vraiment la différence avec les autres, avec les autres copywriters. C'est que si tu prends le temps de faire ça, si tu consacres de l'énergie à faire ça, eh bien, tu vas faire la différence. C'est mathématique. Ouais. Bon, Meilleure et connaissance du marché, meilleure connaissance du client égale meilleure compréhension et par définition, meilleure capacité à vendre c'est derrière. mathématique. C'est une loi de la nature pour la private joke. Euh, Petite technique là pour augmenter l'attention dans mes questions, on va utiliser le biais de négativité. Le biais de négativité, pour si vous n'écoutez et vous ne connaissez pas, c'est on sera toujours plus intéressé par euh, comment dire un article de journal l'avion Paris-Barcelone s'est crashé que l'avion Paris-Barcelone est arrivé à l'heure. Donc du coup, je voulais augmenter l'attention avec un petit biais de négativité. C'était quoi ton plus gros échec euh, en tant que copywriter dans ton activité freelance? Hmm. Il y en a eu quelques-uns, mais pas tellement. Alors, bah, c'est vrai, bon, tu sais, t'as remarqué que les réponses sont toujours compliquées avec moi, mais c'est parce que Hmm. non, il y a eu deux types d'échecs. Enfin, en fait, si tu veux, bah, ça arrive tout le temps, hein, des campagnes qui fonctionnent pas. Ça arrive, c'est normal en fait. Un copywriter qui me dit, moi, tout ce que je lance, ça cartonne. Bah, déjà, je le croirais pas. Ou alors, je serais prêt à payer très cher pour qu'il me montre comment il fait, tu vois. Euh, donc, des échecs, ce qu'on peut appeler, voilà, des campagnes qui font un peu un flop, qui marchent moins bien que ce qu'on imaginait, bah, ça arrive, hein, mais c'est normal. Donc, ça, je le considère pas tellement comme un échec. Ok. Après, dans mon activité, c'est plus au niveau des relations que j'ai pu avoir avec certains clients avec qui je voyais des perspectives. Arrivé. Euh, c'est arrivé, notamment avec des boîtes un peu assez connues. Euh, en développement personnel. Et c'est Avec quelle assez personne? étonnant parce que en développement Ah personnel, d'accord, ok. euh, sur des thématiques liées au développement personnel. Et c'est marrant parce que je viens juste de faire la connexion que j'ai quelqu'un d'autre dans mon entourage qui a travaillé avec quelqu'un d'autre dans du développement personnel et qui a eu, sur la thématique du développement personnel, et qui a eu aussi des difficultés à travailler avec eux. Donc finalement, tu vois, j'ai trois exemples en tête, dont deux qui sont les miens, à travailler, où on a travaillé pour des infopreneurs, on pourrait appeler ça comme ça, ou des conférenciers qui font du développement personnel et avec qui on s'est senti super mal et on a quitté l'équipe. Ok. C'est quand même sous pression, etc. Alors, ça veut surtout pas dire que tout le monde est comme ça, hein, Oui. mais surtout pas, hein. Mais de mes expériences, ouais, c'est plus des déceptions que des échecs, je te dirais. Ok. Et maintenant, à l'inverse, la question, c'est quoi ton plus gros
pour vraiment montrer aux personnes l'impact que ça peut avoir un bon copywriting concrètement, est-ce que tu as, Adrien, un avant-après financier en termes de résultats pour ton client, je parle. Avant, Adrien arrive, il fait le travail, il sort le travail, et là, le client voit vraiment une différence avant-après financière. Ah, bah, ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Je pense que ouais, bon, je vais pas, c'est difficile, tu sais, parce que tu as quand même un niveau de confidentialité assez important dans ce métier. Donc, Hmm. j'y vais doucement, mais effectivement, ouais, j'ai eu des clients qui vivotaient, qui étaient très forts en création de contenu pur, mais qui n'arrivaient pas à vendre tout simplement. Et étant donné qu'ils étaient déjà bons en création de contenu, j'avais une liste, j'avais du matériel à disposition. Ils essayaient, hein, envoyer des mails, faire des pages de vente, des trucs comme ça. Mais ça marchait pas. Et quand tu arrives et que tu as du matériel à disposition, du matériel, ça veut dire tu as des produits, tu as une liste email, tu as une audience, tu as des trucs comme ça, et on te dit vas-y. Alors là, tu les envoies dans les étoiles, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, tu deviens un partenaire immédiatement, un gros partenaire, et on peut plus se passer de toi. Mais j'ai des exemples où j'envoie la personne, je la connais pas du tout. On fait une campagne test, hein, et une campagne test en plus. C'est un truc vraiment, donc campagne test, j'écris 3 emails et je lui dis vas-y, balance. Donc c'est une personne qui faisait peut-être, tu vois, qui vivotait, qui faisait peut-être ses 2 000 à 3 000 euros par mois. On teste le truc, je lui fais 20 000 euros en 3 jours. Et, euh, et là, elle hallucine, la personne, elle prend complètement conscience du potentiel qu'elle a. Moi, le potentiel, je l'avais détecté en amont, si tu veux. C'est juste qu'elle, elle n'avait pas la clé. Et donc voilà. Et après, bon, bah derrière, tu as des personnes qui sont un peu plus avancées. Alors là, c'est plus du challenge. Je fais ça parfois, c'est des challenges. Je lui dis, je vais pouvoir dire à mon client, vas-y, je te passe le 10 000 euros sur cet email. Tu vois. Et donc, par exemple, on a eu des campagnes où on faisait, euh, bon, c'est des campagnes complètes, tu vois, donc post-webinaire. C'était à la suite d'un webinaire où je lui disais, objectif, faire 10 000 euros par email sur les 5 emails qui vont suivre le webinaire. Et donc, derrière, on a 5 emails après le webinaire et à chaque fois, pouf, 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 on passe les 10 000 euros. Et bon, bah, le client, il est content, tu vois. Et ouais, voilà. Donc ça, c'est des trucs qu'ils n'auraient pas eu sans moi. Mais ouais, des vrais bouleversements, des trucs où bah, derrière, la personne, elle se met à engager, tu vois, elle travaille, la personne travaille tout seul dans son coin parce qu'il n'a pas les moyens d'embaucher des gens. Il prend l'initiative de se dire, allez, je tente, genre, je prends un copywriter, on verra bien. Et là, pouf, t'as le pic de revenus et tout de suite derrière, il peut prendre une équipe et puis c'est parti, quoi. Ça va être Et fou, derrière, taux de dopamine créé, surtout quand le client ne... Ouais, c'est un peu comme... t'es un peu comme un... Pour prendre une métaphore, quelqu'un qui va sur le terrain d'un propriétaire et tu lui fais découvrir une mine d'or un peu. Tu pioches et puis tu lui fais découvrir une mine d'or, quoi. ouais, bah après, c'est notre travail, quoi. Ouais. C'est notre job. C'est vraiment ça, notre job. Mm, Et c'est vraiment ça, notre job. C'est de mm. prendre quelque chose qui marche pas et enfin, qui marche moins bien Oui. et d'en faire, et battre le control. Tu sais, on parle souvent de ça dans la formation, battre le Ouais. control. C'est voir ce qui fonctionne pas, l'identifier et intervenir pour faire exploser le truc, quoi. Ouais, c'est battre le contrôle, c'est battre les statistiques à l'ancienne et c'est ultra intéressant. Moi, c'est de base, j'adore tout ce qui est chiffres, tout ça, très analytique et le en tant que copywriter, ce qui m'a beaucoup plu, alors pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, en fait, moi j'écrivais déjà beaucoup de mails, et puis voilà, je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire. Et puis à côté, je suis passionné de, de psychologie, de livres sur l'influence, des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment cette combinaison, personnellement, l'écriture, même si, bon, on en parlera après, il y a des personnes qui ne savaient pas du tout écrire, qui sont devenues des bons copywriters, et cette mélange de Mhm. vraiment aimer la psychologie humaine
qui m'ont amené à, voilà, à passer mes compétences à un niveau supérieur. Du coup, copy training, donc ta formation, c'est pour qui? Copy training, c'est pas pour qui déjà? C'est pas pour les. Je te dirais que c'est pas pour les personnes qui ne veulent pas devenir copywriter et qui veulent juste apprendre quelques petites notions en copywriting. Pour les personnes qui veulent juste se faire plaisir, il y a plein d'autres formations, il y a plein de livres, il y a plein de choses. Copy training, c'est pour les personnes en reconversion. Souvent, les personnes donc qui veulent s'investir, qui veulent créer une carrière, qui veulent développer une compétence, qui veulent en faire leur métier. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que je filtre à l'entrée. Alors, je ne sais pas trop comment dire ça sans paraître méchant, Bah, mais c'est je peux répondre pour toi si tu veux. C'est tout simplement le temps d'Adrien est impliqué dans le processus par rapport aux corrections. Parfois, j'ai eu des corrections pour une page de vente de 1h30, je m'en rappelle, merci. Et donc, bah, par définition, tu dors, je sais pas, à 7 heures, tu manges, donc t'as un temps limité. Donc, je pense que c'est et avant tout pour ça. j'ai toujours des clients hein, Ouais, en tant que copywriter. ouais, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, je ne veux pas, je sais que certaines formations ont opté pour cette option, mais moi, je veux pas prendre de coach euh, pour m'aider à faire les corrections et à suivre les élèves. Je veux le faire moi-même parce que mon objectif, c'est que chaque personne qui sorte de cette formation cartonne en fait. Je veux pas, tu vois, je veux des gens qui vont sortir avec un métier, qui seront capables de trouver des clients et de satisfaire des clients et qui soient sur les rails. Ce qui est le cas Et pour aujourd'hui. l'instant, ben, oui, voilà, c'est ça. Et pourquoi? Parce que je m'investis, parce que je m'implique, parce que je suis à fond dans la formation. Et par définition, je peux pas prendre des personnes je peux pas prendre trop de personnes déjà en même temps. Et surtout, je peux pas prendre des personnes qui ne sont pas déjà, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Hmm. Et ça, c'est très important. Si j'ai des personnes déterminées en face de moi, comme c'était le cas pour toi, je sais que derrière, on va pouvoir, voilà, ces personnes, elles vont s'impliquer et on va obtenir des résultats. Mais, mais voilà, donc moi, je peux pas, tu vois, ça me demanderait énormément de travail d'avoir des personnes qui ne font pas leurs exercices, qui ne s'impliquent pas, qui me disent, ah, bah, je suis désolé, là, non, j'ai pas eu le temps, j'ai machin. Bah non, en fait, tu vois, ça me boufferait 2 fois plus de temps et au final, j'arriverai à rien, quoi. Donc, non, non, ce que je veux, enfin, pour qui, à qui est-ce que copy training est destiné? C'est destiné à des personnes qui veulent devenir copywriter, des personnes euh, qui veulent découvrir un nouveau métier, qui veulent en vivre confortablement et qui sont prêtes à s'investir pendant 3 mois. Si la personne remplit ces critères, bah derrière, il faut qu'elle me fasse confiance et elle se laisse guider et tout va bien aller. Et ça se passe comment pour les gens qui veulent en savoir plus? Comment ils trouvent l'information? Je mettrai déjà des liens en description hein, si tu le veux, hein, mais... Ouais, bah ouais, c'est simplement aller sur mon site et puis me contacter, tout simplement, Ok. Bah, je mettrai ça en tout description simplement. pour les gens qui sont curieux. Ok. Je rajouterais juste Ouais. une petite chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de question de niveau. Il y a une question de motivation, ça c'est certain, mais il n'y a pas de question de niveau Hmm. pour entrer dans le copy training. C'est-à-dire que on a des personnes qui travaillent sur des chantiers, d'accord? Je pense à Thierry qui travaille sur des chantiers pour Vinci, d'accord? Ouais. Et qui s'en sort très bien, qui s'investit à fond. Et donc c'est OK, tu vois. On a d'autres personnes C'est vrai ça. on a des professeurs d'économie Hmm. en fac
Tu vois, on a un peu tous les profils. Donc, il y a pas de question de ouais, mais je sais pas bien écrire, machin. Bon, évidemment, si la personne fait une faute tous les trois mots, Oui, peut-être qu'il faut commencer par travailler là-dessus parce que ça va être compliqué par définition derrière. Mais je veux dire, il n'y a pas de question de quel diplôme j'ai déjà, quel travail je fais. Non, ça, il n'y a pas de question. La seule chose qui compte, c'est la détermination et la capacité à s'impliquer pendant 3 mois. Et voilà. c'est ça. Détermination, envie d'apprendre, bien faire les exercices, bien tirer des leçons des corrections. Et en tout cas, bah, pour moi, l'objectif de la formation est rempli parce que bah, je suis officiellement copywriter aujourd'hui, on va dire, par un premier client. Donc j'ai hâte de vivre Et tous un les beau moments que tu as client. vécu. Ouais, ouais, je suis super Et un content. très beau client. Ça se passe super bien. Et puis on a un deuxième qui. Bon, on en parlera après, dans la réunion hebdomadaire de copy training. Autre chose sur copy training avant de passer aux questions rituelles. Ouais. Et tu voulais dire autre chose sur Pardon, copy training? Ouais. non, non, c'est Ouais. tout. Si aujourd'hui vous écoutez ça, que vous êtes motivé pour découvrir un nouveau métier, ou simplement pour me poser des questions, on a le droit aussi, hein, je sais Ouais. pas, mais faut vraiment pas hésiter à me contacter. On réfléchit ensemble, on en discute ensemble et on voit si ça peut devenir un projet pour vous. Petite précision, copy training. Ah bah oui, ça vaut quand même le coup d'en parler. Copy training aujourd'hui, c'est une et je crois que c'est la seule formation au copywriting qui est Ah oui. certifiante, qui est reconnue par le Code du travail, qui est intégrée à l'Europass. Donc c'est le passeport des diplômes européens qui va être mis en place très prochainement. C'est-à-dire qu'au même titre que le baccalauréat, le brevet ou certains diplômes d'études de fac par exemple, copy training va être intégré à ce passeport de diplôme européen. Et copy training est pris en charge donc à hauteur de avec les CPF, hein, le compte de formation, compte professionnel de formation. Donc, vous pouvez déjà aller voir sur le site officiel sur votre compte professionnel de formation si vous avez des crédits. Et si vous en avez, eh bien, ça peut permettre de prendre en charge votre formation Ouais. copy training. Ouais, Voilà, je crois que j'ai tout exactement. dit. Ouais, ce qui a été mon cas d'ailleurs, et je reviens, moi je t'avais posé quelques questions également sur Instagram, pour être sûr que le projet soit bon pour moi et pour toi également. Ok. Question rituelle, alors j'amène cette partie avec un peu de nostalgie, Adrien, et puis ceux qui nous écoutent, parce que la dernière fois que j'ai enregistré un épisode avec un invité, je crois que c'était en juin 2020. Pour la petite histoire, je sais pas si tu sais, j'avais vraiment créé ce podcast. J'avais même pas trop d'objectifs derrière, mais j'avais compris que je avais un peu fait comme un exercice de développement personnel, aller me tester, me challenger, dire mes idées. Enfin voilà, tu vois, être jugé, mais justement progresser dans ça, et puis bah, ça m'a apporté beaucoup. Donc j'ai repris un peu mes questions, j'ai repris mes questions rituelles et j'en ai rajouté une nouvelle. Donc voilà, avec un peu nostalgie, je vais démarrer ces questions rituelles. Donc, Adrien, donc hier je t'ai demandé ton âge, c'était pour une raison. Tu m'as répondu que tu avais 36 ans. Ouais, Il fait ouais. quoi, le Adrien de 46? Là, tu rentres sur un terrain sinueux. Un terrain sinueux parce que je m'intéresse de plus en plus aux questions géopolitiques et je me pose de plus en plus de questions euh, à ce niveau-là. Je suis quelqu'un de pas très, je suis assez- je dois reconnaître que je suis assez pessimiste quant à l'avenir du monde. Et je crois que le Adrien de 46 ans euh, continuera à voyager si la situation politique le permet, mais il sera certainement à l'étranger, à la campagne, dans une petite maison, au calme, au milieu de la nature, avec sa ferme, ses poules, et puis une bonne connexion Internet pour continuer à travailler. Génial. Je- Combien de poules?
Bah, combien d'œufs surtout? Ça, on va voir, ça dépend d'elles, hein. Est-ce qu'elles Ouais, sont prêtes à produire? ouais, excellent. Et si tu en as une, c'est quoi ta plus grosse peur en tant qu'entrepreneur? Je croyais que tu allais dire une poule. Ah Je- non. Ma plus grosse peur en tant qu'entrepreneur, j'en ai pas. J'en ai plus parce que euh, on a une compétence, Guillaume, qui nous permet de rebondir quoi qu'il arrive. On a une compétence qui nous permet de monter des business. Hmm, On a une compétence qui nous permet de travailler pour des clients en tant que freelance, mais on a une compétence qui nous permet de vendre aussi nos propres produits. Si demain j'ai envie de tout plaquer, voilà, eh bien, et de vivre localement, je serai toujours largement en avance sur toute la concurrence de mon village. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si demain je me décide, j'ai envie de vendre des pommes, je sais que je serai meilleur que tous les autres qui vendent des pommes et je vendrai plus de pommes. Donc parce que je maîtrise tous les principes, parce que je sais vendre, parce que je connais tout ça. Et donc par définition, c'est cette compétence qui me met en sécurité. génial. Génial et rassurant. Troisième question. Si, avec ton niveau, enfin comment dire, avec ta conscience actuelle, avec ton parcours, si tu n'étais pas devenu copywriter, enfin non, oubliez le niveau de conscience, etc. Mais la question c'est juste, si tu n'étais pas devenu copywriter, quel métier tu aimerais faire? Si j'étais pas copywriter, j'aimerais faire un métier de plein air. Non, pas forcément un métier de plein air, type agriculteur, etc. Mais certainement un métier, je me verrais bien mécanicien en fait. Ok. En moto? Mécanicien moto, ouais. Ouais, cool. Ouais. Et voyager sur tu sais, mécanicien pour une équipe, une écurie professionnelle, voyager sur les circuits, accompagner un champion, l'aider, tu vois, voilà, Excellent. avoir une moto au top et tout ça, ouais, ça. Génial. Super. Alors, la quatrième question, j'ai remarqué qu'il y a un truc qui faisait souvent réagir les gens. Et je crois que j'ai pas eu trop, j'ai jamais entendu cette rubrique dans un podcast. C'est la rubrique débat existentiel. Une question existentielle. Tu sais, un peu ces débats existentiels, la tartine, de quel côté elle tombe, les trucs comme ça, un peu. Tu vois, c'est un truc qui a pas vraiment de bonne réponse, mais ça m'a toujours fait rire. J'adore parler de ça, tu vois. Moi aussi, mais fais Ouais, attention parce super. que j'ai des, C'est des j'ai des sujets légers. principes un peu. T'as remarqué que j'ai des principes un Ouais. peu pour tout. Alors, c'est des sujets Donc, légers, hein. C'est pas politique, religion, ou des choses comme ça, tu oui, vois. oui. Euh, T'arrives dans une nouvelle destination, en avion. L'avion atterrit. Donc là, voilà, il atterrit. Et puis il se passe un certain temps. Là, il s'arrête. Est-ce que tu te lèves tout de suite ou est-ce que tu restes assis et t'attends que les personnes partent pour partir de l'avion? Je me lève le dernier. C'est le dernier. Et pourquoi? Parce que, alors, euh, tu vas voir que c'est pas. Il y a plusieurs éléments. C'est simplement. euh, c'est pas tellement existentiel. C'est juste que, en fait, comme ça rejoint un peu ce que je te dis, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de tout ça, et j'ai aussi besoin de protéger mon espace vital. J'ai énormément de mal à sentir des personnes Ouais. proches de moi. C'est surtout ça en fait. Et puis si tu veux, pour approfondir, c'est juste que je me dis que au final, je fais 1,89 m, tu vois, donc je vais être Ah oui. trié, machin, les gens qui, d'expérience, je sais que je suis mieux à attendre assis. Surtout que derrière, moi, je voyage toujours avec un bagage cabine. Et donc derrière, je vais passer tout droit quand les autres vont attendre leur valise. Donc, non, c'est surtout ça. Et tu Donc penses. désolé, je suis pas rentré dans le débat Ah non, non, existentiel. non, mais pourquoi je pose cette question? Parce que tu sais, j'essaie toujours de remarquer les petites choses. J'entends souvent des gens qui disent ah, je comprends pas les gens qui se lèvent tout de suite, en fait, dès que l'avion atterrit. Et du coup, j'avais philosophé sur ça avec Alexis, le créateur de Tribu 1D, qui a mis cette question en story.
sur Instagram, il y a eu plein de réponses. En fait, voilà, les gens aiment bien parler de ça. Et du coup, tu penses quoi des gens alors qui se lèvent tout de suite dès que l'avion s'arrête? Elle est dure celle-là. Non, elle est dure. Bah, disons que je me demande pourquoi est-ce qu'ils veulent être le premier dans le bus. Tu sais, surtout quand c'est un bus qui vient te chercher là. Tu te dis, Ah oui. dans 3 secondes, on est tous dans le même bus, donc je sais pas. Je pense quoi? Rien. J'en pense rien. Je, J'évite de juger d'une manière générale, donc Ouais. mais Bon, j'avoue qu'un copywriter pour les questions existentielles, il va souvent se mettre en empathie et pas juger. Et du coup, moi, je me suis mis en empathie avec ces gens-là. Et parfois, je le fais un peu parce que tout simplement, j'en ai marre d'être assis. Voilà. Donc, qui nous écoutent et qui comprennent pas les gens qui se lèvent dès que l'avion s'arrête, ben, parfois, je m'estime plus confortable debout qu'assis. Voilà. ah, t'as envie de te dégourdir les jambes. Ah Ouais, 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 c'est juste, c'est. ouais, je suis resté assis X heures, et maintenant, dès que je peux me lever, allez, je me lève. Donc, je le fais de temps en Mais temps et tu sais que pendant le vol, tu peux marcher, hein. je sais, ouais, pendant l'atterrissage, ouais, c'est vrai. Parfois, je dors. Et après, pour la petite anecdote, j'aime bien faire des trucs. J'aime bien me sentir parfois sur des trucs un peu à la con, hein, pas sur des trucs sérieux, mais un peu à contre-courant, tu vois. Genre, tu vois, je sais que les gens ils comprennent pas trop ça, donc du coup je le fais, ça m'a toujours fait délirer en fait. Donc voilà pour la Intéressant. petite question. Ouais. Bah écoute, j'avais une dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver? On a déjà répondu. Sur En mon site, ouais. ouais, en description, je mettrai tous les liens. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas si je te laisse le mot de la fin. Allez. Ah si, j'ai une dernière question. J'ai une dernière Dis-moi. question. Je vais abuser de tes compétences et me faire gagner du temps. Si tu devais donner un titre, si tu étais à ma place et que tu devais donner un titre à cet épisode de podcast pour attirer l'attention sur les moteurs de recherche de podcast, quel titre donnerais-tu? Je chercherais un contraste fort entre la vie d'avant, donc à savoir, moi j'ai une formation dans la finance, j'ai eu un début de carrière dans la finance, la vie d'aujourd'hui et la vie rêvée, dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc qui serait mécanicien mécanicien en moto, d'accord? Donc peut-être que je chercherai quelque chose d'assez frappant comme ça, qui pourrait être, il voulait être mécanicien moto, il a fait des études de finance et aujourd'hui il voyage autour du monde. Et parce que c'est pour juste simplement parce que ça attise un petit peu la curiosité. Après, pour faire des ouvertures, un maximum d'ouvertures, mais peut-être moins qualifiées, je jouerais peut-être sur les revenus des copywriters, à savoir comment comment euh, pourquoi 80% des copywriters échouent. Alors, je sais plus quel terme on a utilisé pendant notre conversation, mais le piège qui fait, voilà, tu as compris quoi. Ouais, ouais. Je pourrais jouer là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est deux pistes. Donc, au niveau du voyage et de la destinée, je dirais que j'essaierai de jouer sur les contrastes entre ce que je voulais, ce que je suis et ce que j'étais. Ouais. Et sur la question du copywriting, peut-être que je jouerais sur le côté un peu qu'est-ce qui fait que certains réussissent et pas d'autres, quoi. Est-ce que C'est ça très, répond à ta question? bah, c'est très intéressant, mais c'est une question de fainéant, hein. Faut oser quand même. Et d'ailleurs, la description, non, je rigole. Et la description et la communication et tout. Bon bah super, merci Adrien. Je te remercie beaucoup Merci à toi. pour cet C'est un échange. plaisir. Voilà, je sais pas si tu veux faire une dernière remarque, le mot de la fin comme on dit dans le milieu. Mais j'ai rien qui me vient. En tout cas, prenez soin de vous. C'est un beau mot de la fin. Mais non, non, simplement que c'est un plaisir. Si le copywriting peut susciter des vocations voilà, c'est un métier passionné. Donc,
Si certains se reconnaissent là-dedans, je serais ravi de pouvoir répondre à leurs questions dans un premier temps et s'ils le souhaitent ensuite les accompagner jusqu'à jusqu'à leur premier client, comme ça a été le cas pour toi. Ce sera avec plaisir. Merci à toi, merci à vous pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Je remercie Adrien pour son temps et aussi toi pour ton écoute. N'hésite pas à me donner ton retour ou directement à Adrien si tu le souhaites, si tu as une question voilà, sur Instagram par exemple. Comme je te le disais en début d'épisode, oui, épisode, hein, ça se dit comme ça. Quelques nouvelles. Alors, le dernier épisode que j'ai sorti sur De Cadre à Nomade, c'était le 6 août 2020, ça fait 15 mois déjà. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Non, je n'étais pas dans une grotte en train d'hiberner. J'ai voilà, expérimenté d'autres choses que je fais toujours. J'ai une chaîne YouTube et un podcast, mais sur un sujet, on va dire, plus niché, plus précis que De Cadre à Nomade, qui De Cadre à Nomade est plus ou moins un podcast que j'ai envie de dire, n'importe qui peut apprécier, peut écouter, peut y trouver de la valeur, alors que mon autre podcast et ma chaîne YouTube, La Face Cachée du MLM, je m'adresse clairement à un type de personne qui fait un type de business model précis, ça fait beaucoup de types. Donc voilà, si ça t'intéresse quand même de découvrir un peu le contenu, tu peux regarder un peu les titres sur ma chaîne YouTube. Je t'ai mis le lien en description. Pendant que ma montre me dit de me bouger, parce que ça fait 1 heure que je n'ai pas bougé. C'est super les montres connectées, ça te dit de bouger toutes les heures pour marcher un peu plus. Bref, on referme la parenthèse. Donc voilà, tu pourras en savoir plus. Du coup, je voulais revenir, même si j'ai déjà partagé sur ça pendant l'épisode, ouais, pourquoi je suis devenu copywriter en plus, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comme je le disais dans l'épisode, ouais, c'est ultra dur. Parfois, je rêve d'être plombier ou médecin et de dire aux personnes, en fait, juste pour leur dire que je fais ça et qu'elles comprennent ce que je fais. Là, aujourd'hui, si tu veux, j'ai plusieurs activités. Donc aujourd'hui, ma principale, au moins 50%, c'est principe de principal, c'est copywriter. Mais pourquoi copywriter? Car dans mon business, j'ai rédigé plus de 100 mails et je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire, j'avais eu des bons retours au niveau de certaines pages de vente ou d'emails de vente que j'adressais à ma liste mail. Si c'est un peu technique, désolé. Et aussi, et même surtout, j'ai envie de dire, je suis un grand fan de psychologie humaine, de persuasion. J'adore analyser. Ouais. Parfois trop, d'après certains proches. Et tu sais, voilà, j'adore quand quelqu'un, par exemple, émet un avis à une position sur tel ou tel sujet, au lieu de voilà, vraiment partager mon avis et ma position, ça m'intéresse surtout de me mettre en empathie et de comprendre quel est l'historique des actions, de l'expérience de la personne qui l'amène à penser ça. Bref, tout ça pour dire que ça collait beaucoup avec le copywriting. Moi, je passe beaucoup de temps à regarder énormément de contenu sur YouTube. D'ailleurs, Hygiène mentale, Horizon Gull et Outside the Box, des super chaînes YouTube qui pour moi devraient être obligatoires à l'école. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis devenu copywriter. Donc, 3 jours par semaine. Et après 2 à 3 jours, si j'ai envie de travailler le samedi, je suis vraiment sur mon... Alors, copywriter, je suis en freelance. Donc, c'est-à-dire que freelance, j'échange, j'ai des clients qui me payent. Et après, ce que j'appelle plus la casquette pardon, entrepreneur du jeudi au samedi, c'est là que je vais créer du contenu sur YouTube, sur podcast. Et après, je vais... par mail, je vais vendre différents produits. Donc une partie qui est vente de formation. Et en plus de ça, je fais un peu d'affiliation. L'affiliation, c'est quand tu, par exemple, si je t'envoie le lien d'une Cronenbourg, et que tu achètes des Cronenbourg sur Internet, et si tu passes par mon lien, j'aurai une commission. Voilà, c'est ça. Pour faire très simple, et en plus de ça, j'ai toujours mon activité dans le marketing de réseau, marketing relationnel, que je fais d'une manière, je pense, j'en suis sûr, différente de 99%, et je ne sors pas ce chiffre de mon chapeau, c'est vrai, et je le fais uniquement via du marketing d'attraction, création de contenu, car moi, la prospection, enfin voilà, aller voir des gens pour leur
enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, qui est bien, qui apporte des résultats. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais ce n'est pas pour moi. Aujourd'hui, je fais avant tout du marketing d'attraction, c'est-à-dire que je crée des choses pour que les personnes viennent vers moi. Voilà, il y a peut-être du langage un peu technique, hein, désolé si tu débarques, mais je voulais pas non plus consacrer un épisode entier à ça. Je voulais te faire un petit aparté en conclusion. Encore merci à Adrien, et puis bah, n'hésite pas si tu as une question. Et oui, aussi, si tu souhaites, je ne sais pas, est-ce que tu vends des choses sur Internet? Est-ce que tu vends par exemple des programmes d'information, des programmes sportifs ou des livres. Et est-ce que tu aurais besoin d'un copywriter, des personnes, un commercial à l'écrit, comme disait Adrien? N'hésite pas à m'envoyer un mail, le mail est en description, tu m'expliques ton projet et puis après on peut échanger à ce sujet. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Ciao ciao.